Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, Village et vous emmène à l'église de Remicourt afin de redécouvrir l'orgue qui a été remis en état et que Jean-François Berger va nous présenter. Il y aura d'ailleurs un éveil à l'orgue qui aura lieu le 31 mai à 20h ici en l'église. Il vous y attend, nous vous y attendons nombreux. De nouveau un événement culturel et sur le patrimoine à découvrir ou à redécouvrir. Le village et vous s'est déplacé aujourd'hui à Remicourt et le lieu très important de l'entité de Remicourt et le village de Remicourt, c'est son église, c'est l'église Saint-Jean-Baptiste. L'église Saint-Jean-Baptiste, vous savez, a eu des problèmes pendant un certain temps, mais qui a entrepris une entreprise de rénovation de l'ensemble de cette église. Et aujourd'hui, nous sommes ici présents avec Jean-François Berger, l'organiste, qui est aussi un responsable de la fabrique d'église et qui nous fait découvrir cette église rénovée, restaurée et en cours de restauration parce qu'on va aller beaucoup plus loin encore dans les travaux. Mais au départ, si nous sommes présents, c'est parce qu'il y a cette orgue qui va être mise à l'honneur prochainement, n'est-ce pas Jean-François Berger? Oui, bonjour Julien. Donc effectivement, on va procéder à l'éveil de l'orgue le samedi 31 mai à 20h. C'est une cérémonie qui est très particulière puisque le prêtre va lire 8 invocations qui seront 8 invocations entrecoupées de pièces d'orgue qui correspondent au temps de la messe, au temps de la liturgie. Et c'est un moment assez exceptionnel Ouais. puisque très peu de paroisses ont l'occasion de restaurer des instruments et de les remettre en route dans une telle cérémonie suivie entre guillemets d'un concert qui grosso modo sera le concert de l'éveil de l'orgue. Alors cet orgue a été réalisé, fabriqué quand, sa tradition, sa présentation? Donc l'orgue a été conçu en 1969, inauguré en 1969 par le manufacture d'orgue Schumacher, c'était Stéphane Schumacher à l'époque, qui était le maître facteur d'orgue, projet qui a été initié par l'abbé Severin et par Hubert Schönbrod, qui était professeur lui au Conservatoire royal de Liège. Un instrument qui a été construit donc neuf dans la région, c'était un des premiers instruments, neuf. Et donc il est conçu, je dirais de manière très basique, parce qu'il n'y a qu'un seul clavier, donc il a été juste prévu pour accompagner la liturgie, mais aussi accompagner des concerts, accompagner des concerts d'instruments et des concerts solistes. Un instrument qui est aujourd'hui dans un état de conservation remarquable, vu que sa restauration a permis de renouveler tout ce qui était peau de mouton, donc tous les peaux de jointure qui étaient abîmés par le temps et par évidemment les hydrocarbures de cette panne de chauffage. Et donc toute la tuyauterie a été revue, renettoyée en profondeur. Toute une série d'éléments ont été remplacés parce que défectueux à cause justement de cette panne de chauffage. Et aujourd'hui, c'est un instrument qui est, entre guillemets, qui a 50 ans, mais qui est neuf. On sait que vous n'êtes pas seulement l'organiste de l'église Saint-Jean-Baptiste, vous êtes aussi une personnalité qui a déjà circulé dans beaucoup d'églises, joué des différents orgues, même à la mine pour le concert de la mine d'ailleurs, concert de la mine. Vous avez une formation au conservatoire. Parlez-nous un peu de cette formation qui vous a permis de rencontrer beaucoup de personnalités. Donc formation qui a débuté à l'âge de 7 ans à l'Académie de Waremme, au cours de solfège bien évidemment, puisque c'était une obligation à l'époque. On ne pouvait pas commencer l'instrument avant d'avoir fait du solfège pendant quelques années. Et puis donc la base de ma technique, elle a été faite au piano chez un grand pianiste qui est M. Slachta. Et puis après toutes mes années de piano, j'ai commencé l'orgue avec Pascal Van Coppenol, qui est une organiste belge, bruxelloise, qui réside maintenant en Suisse et qui est titulaire d'un instrument exceptionnel là-bas. Et puis j'ai eu la chance d'avoir Patrick Willouert, Joël Sauvenière, et de nouveau Patrick Willouert puisqu'il revenait de mission, et d'autres professeurs à l'étranger, notamment en France. Oui, et cette approche avec l'orgue qui était ici présent, donc qui a été totalement remis en état, cet orgue, vous souhaitez le mettre en valeur parce qu'il a une sonorité particulière C'est déjà un instrument qui est neuf, entre guillemets, il est jeune dans tous les instruments de la région, hormis celui de Pousset, de l'église de Pousset, qui est son petit frère, puisqu'il a été conçu quelques années après par le même facteur d'orgue. Et donc il a quand même un tempérament, bien entendu, pour accompagner la liturgie de manière, je dirais, très douce, mais il a été conçu pour aussi faire des concerts.
concerts qui sont orientés, en tout cas pour la plupart des concertistes qui ont donné des événements ici, sur la musique allemande, donc la musique de l'ancien Bastien Bach, musique César Franck aussi passe très bien sur l'instrument, et plus aussi maintenant de la musique entre guillemets plus contemporaine de compositeurs du 19e, du 20e siècle, comme Lemens, et comme d'autres. Vous êtes aussi un chef de chorale, Jean-François Berger, donc est-ce que vous avez l'intention aussi de faire accompagner, par exemple, le jeu à l'orgue avec une chorale? Alors c'est dans les projets pour l'année prochaine. Donc effectivement, j'ai dirigé plusieurs chorales ici dans la région, bien connues, des chorales paroissiales qui avaient été reformées à l'époque par Michel Mulkens et à la suite Pierre Bechet, qui avait créé les chœurs de Hesbaye. Dont vous accompagnez quand vous faisiez le concert de Noël à la mine. J'étais accompagnateur quand on faisait le concert de Noël à la mine. Et donc j'ai repris, après le départ de Pierre, les chœurs de Hesbaye, qui évidemment se sont un petit peu disloqués faute de choristes. Et donc en 2013-2014, à l'appel d'un Visétois bien connu, j'ai repris le chœur, la chorale César Franck à Visé, qui depuis est devenu le Royal Cercle Choral César Franck de Visé, qui comporte aujourd'hui une 60aine de choristes répartis sur 4 voix. Et donc, on a déjà fait quelques prestations ici à Remicourt, mais pas accompagné à l'orgue, puisqu'il n'était pas dans l'état de pouvoir accompagner un groupe aussi nombreux de choristes. Et donc, l'année prochaine, pour le programme des concerts des églises ouvertes, nous allons reprogrammer un concert orgue et chœur, avec un programme beaucoup plus classique et très semblement un peu plus contemporain. Est-ce que, comment dirais-je, vous vous intéressez à l'histoire des orgues, par exemple? Est-ce que, je sais aussi que vous êtes beaucoup intéressé aux orgues de Arnold Clearings. Tout à fait. Durant mes études avec Patrick Hulwert, on a monté une ASBL ici dans la région qui s'appelait l'ASBL Arnold Clearings. Et la vocation de cette ASBL, c'était de promouvoir le patrimoine organologique en Hesbaye, et plus particulièrement dans la région ici de Remicourt et Waremme, puisque Arnold Clearings a été un facteur d'orgue, qui est un facteur d'orgue limbourgeois, a été assez prolifique au niveau du nombre d'instruments installés dans la région. Pour la plupart, tous en mauvais état, hormis le seul et unique qui pour moi est toujours dans son état de conservation original, c'est celui de la mine. Et donc, cette ASBL, on a organisé pas mal de concerts, on a essayé de promouvoir la musique d'orgue autrement que l'accompagnement de la liturgie. Malheureusement, les Hesbignons sont très frileux dans ce genre de concert au niveau de la participation. Et donc, par justement le fait d'associer l'instrument à des orchestres, à un orchestre, à une chorale, amène souvent beaucoup plus de public. Donc ce sera, je dirais, dans les projets futurs. Mais donc cette ASBL a, je dirais, mené quelques projets, quelques sensibilisations, notamment au niveau de l'église Saint-Pierre à Waremme, où on a un instrument Clearings qui est un des plus gros instruments de la région. Il est en très mauvais état aujourd'hui. Il y a des projets qui sont innovants au niveau de la recherche de fonds pour le maintien de l'instrument, la préservation et pour sa restauration prochaine. Alors donc le concert aura lieu quand, rappelez-le? Donc le concert aura lieu le samedi 31 mai à 20h. Oui. Il n'y a pas d'entrée, donc l'entrée est gratuite, mais comme on fait régulièrement et comme on l'a fait à la mine, on fera une sortie au chapeau et c'est grosso modo à votre bon cœur. Oui. Bon, ce qu'on souhaiterait peut-être, c'est entendre peut-être que vous jouiez aux orgues, Jean-François Berger, et voir un peu, disons, pour le son attire le public. Est-ce que vous acceptez de jouer un peu? Merci, Jean. Entendu l'orgue de Remicourt en pleine action sous les mains agiles de Jean-François Berger, dont on connaît toute la qualité artistique. Mais il n'y a pas que l'orgue dans cette église, il y a aussi bien des choses intéressantes à y voir et à visiter. D'ailleurs, elle est sur le parcours souvent des promenades de Remicourt. Et cette église est une église très ancienne en fait.
qui a connu plusieurs étapes. Alors, en fait, on retrouve des documents historiques qui remontent très loin, Jean-François Berger. Alors, on retrouve dans les archives de la fabrique d'église, l'ancienne église qui se trouvait au niveau du cimetière, de l'ancien cimetière, qui date de 1770. Et cette église a fait son temps, entre guillemets, et des projets fin du 19e siècle ont été élaborés par la curie à cette époque-là pour la construction d'une nouvelle église. Donc plusieurs projets ont été faits par des architectes liégeois, puis c'est un architecte louvaniste qui a créé donc les plans de l'église actuelle. Elle a été construite entre 1909 et 1911, donc très peu de temps de construction. Et malheureusement, en 1945, elle a subi les dégâts suite à une attaque d'un robot sur l'usine Mélotte. Donc la majorité des vitraux de l'époque ont été détruits. La toiture a été détruite, donc elle a été reconstruite après. Et donc a démarré ce projet de restauration. Il y a eu des projets entre guillemets pharaoniques au niveau déjà des vitraux, puisqu'à l'époque, c'est un dossier qui a pris de nombreuses années, plus de 10 ans. C'est le maître verrier Romainville. Qui venait d'où Qui provenait de la région de Bologne-sur-Gers, qui a été mandaté pour élaborer une nouvelle visibilité pour ces vitraux, qui étaient entre guillemets des verres blancs. Et donc on se retrouve aujourd'hui dans une église qui est entre guillemets maculée de vitraux d'art contemporain. Vous pourrez en tout cas admirer les couleurs et la technique qui a été oui, on est justement devant un vitrail qui en fait est très historique pour la cause, si je puis dire. Historique pour la cause, puisque c'est le dernier vitrail qui a été posé en 1968-69, qui stipule, donc qui donne le nom de Armand Romainville, maître verrier à Bologne-sur-Gers. Et donc il y a toute une prière là-bas qui est affichée sur le dessus du blason. Ils ont été inaugurés au moment de Pâques. Et donc on a en dessous la composition du conseil de fabrique de l'époque, qui reflète évidemment... On retrouve le nom de votre papa, si j'ai bien mémoire. Exactement, qui était secrétaire. Voilà, oui. Il y avait même un Mouès également, qui était président. Oui, Julien, c'était Jules Mouès, qui était président de la fabrique d'église à l'époque. Voilà. Et donc, ce sont des témoins, ces vitraux sont vraiment d'une grande coloration, mais qui ont aussi une construction particulière. Ce sont des techniques anciennes qui ont été utilisées pour créer ces vitraux, avec cette technique qu'on appelle la grisaille pour les vitraux les plus foncés. Je crois qu'un maître verrier serait plus à même de vous expliquer ça, et le fils de M. Romainville, qui s'est justement mis au chevet des vitraux après les dégâts occasionnés par les problèmes du chauffage. Et c'est là qu'il nous a quand même informé qu'ils étaient dans un état relativement exceptionnel par rapport à l'âge qu'ils avaient. Et c'est lui qui a amené toute la technique de nettoyage de ces vitraux suite à ces dégâts. Et on parlait tout à l'heure justement des dégâts du chauffage. Ça date donc de janvier 2024. La compagnie d'assurance a heureusement réagi tout de suite et nous a mis en contact avec des spécialistes du recouvrement après incendie. Donc on a monté à l'intérieur de l'église une deuxième église en charpente métallique, donc un échafaudage, qui a permis d'aller voir et constater les dégâts jusqu'au-dessus de la voûte, qui est quand même à 17 mètres de hauteur, c'est quand même assez haut. Et donc on a élaboré à ce moment-là, avec le maître verrier et avec les techniciens spécialisés, des procédures, des protocoles de nettoyage, sans abîmer évidemment les vitraux, les plombs qui tiennent les vitraux, et sans abîmer les murs. Et donc cette opération a duré plus ou moins 6 mois, où plusieurs ouvriers se sont relayés toute la journée avec des petites éponges de 5 cm sur 5. Et ils ont frotté les murs. Et les vitraux, ça a été assez particulier puisque à chaque application de produit, il devait y avoir un rinçage, une aspiration et un séchage avec des microfibres spécifiques pour que les vitraux retrouvent leur éclat. Oui. Est-ce que le Romainville, quand il a conçu ces vitraux, était parti sur une thématique particulière? Ou la création s'est faite au fil du temps, puisqu'il a fallu 10 ans, si j'ai bien compris. Malheureusement, je n'ai pas aujourd'hui retrouvé les archives de l'époque.
Et aussi, malencontreusement, la maison mère de Romainville a pris feu en 2000 et toutes ces archives sont parties en cendres. Mais ce qu'on peut remarquer quand il y a du soleil, pas comme aujourd'hui, c'est qu'il a vraiment étudié la colorimétrie de chaque vitrail par rapport à la position de l'église, par rapport à la position du soleil dans la journée. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des tons très chauds sur cette partie-ci des vitraux, qui sont des tons jaunes orangés sur la fin de journée, donc elle est orientée à l'ouest. Et c'est magnifique de venir plusieurs fois dans la journée, quand l'église est ouverte bien entendu, pour pouvoir se rendre compte de la propagation de la lumière. C'est superbe. Évidemment, quand il y a de la musique en plus, ça n'apporte qu'une touche de majesté en plus à la visite. Et donc, en fonction de l'orientation de l'église, il a choisi ses couleurs. Oui, tout à fait. Donc, si on prend le portail du côté est, on est sur des tons bleus, qui sont évidemment les tons un peu plus froids du matin. Et puis, on revient ici sur le tour, sur des tons rouges. Donc, on passe sur le sud et sur l'ouest à la fin de la journée. Est-ce qu'on peut visiter l'église ? Alors, ça fait quelques années qu'en dehors des messes, l'église est fermée malheureusement parce qu'on a eu pas mal de vols. Mais il y a des projets de réouverture à certains moments de l'année, le bâtiment, peut-être plus le week-end. Mais ça, ce sont des projets que l'on doit discuter avec les fabricants. Vous me disiez que les travaux de restauration avaient permis de retrouver des anciennes fresques, ou tout au moins des débuts de fresques. Oui. Alors, en nettoyant les plafonnages, on a découvert des anciennes peintures donc, qui datent de la création du bâtiment, où il y a des anciennes... Donc ce sont des peintures avec des pigments de chaux. Maintenant, le problème, c'est d'enlever l'ancien plafonnage sans faire trop de dégâts. Donc je ne sais pas encore comment on va adopter et adapter la procédure de restauration, en tout cas des peintures, parce que si on doit faire cette opération-là, ça risque de coûter excessivement cher. Alors, vous m'aviez dit que vous avez fait référence aussi à une Vierge de Delcourt, tout au moins qui rappelle aussi l'œuvre ou l'art de Delcourt. Oui. Dans la chaire de vérité, qui est là-bas devant, on a une copie d'une statue de la Vierge à l'Enfant, qui est une copie d'une statue de Delcourt qui se trouve à Liège, à Outremeuse. Et c'est une très vieille statue. Et il y a encore d'autres sujets, d'autres œuvres exposées qui méritent le regard, l'attention. Alors, on a le tabernacle qui date de fin des années 70, qui a été fait par un dinandier de la région de Dinan-Philippeville, qui est une œuvre assez particulière et magistrale. Évidemment, l'orgue est un instrument qui est aussi assez moderne, d'art moderne pour le bâtiment. Et alors, les pièces, je dirais, les plus remarquables, ce sont les pierres tombales qui sont attachées aux différents murs de l'église, pierres tombales qui reviennent de l'ancienne église qui était dans le cimetière. Dans l'ancien cimetière. Et qui rappellent en fait l'ancienne seigneurie de Remicourt. Qui rappelle effectivement l'ancienne seigneurie de Remicourt. Nous sommes maintenant devant une pierre tombale, qui a une particularité, n'est-ce pas Jean-François ? Ce sont des pierres tombales qui se trouvaient, comme je le disais tout à l'heure, dans l'ancienne église qui était située dans l'ancien cimetière. Et celle-ci est une des mieux conservées par rapport à son blason et aux inscriptions qui sont autour. Et donc elle correspondrait à des sépultures d'anciens seigneurs remicourtois. Le seigneur de Henricourt, si j'ai bonne mémoire. Je ne saurais pas dire exactement. Et au-dessus, alors, il y a en fait ce tableau étonnant. En fait, C'est un tableau qui ressemble très fort à des armoiries d'une famille aussi noble de la région, mais il date de 1960, ce tableau. Maintenant, la maxime qui est en dessous, c'est Dieu le bien, le beau. Une belle maxime quand même. C'est une belle maxime, mais je crois qu'il faudra un jour faire un appel à un spécialiste en héraldique pour nous dire à qui appartient ce beau blason. En tout cas, c'est une œuvre qui est exposée dans l'église ici à Remicourt depuis de nombreuses années. C'est une statue de Saint-Roch qui date de 1651. 17e siècle. Malheureusement, sculpteur inconnu. Sculpteur inconnu. Il n'y a pas de traces. En fait, elle était positionnée à la sacristie, à la vue juste du prêtre et des choristes qui allaient répéter le vendredi soir. Mais mis à part ça, elle était cachée. On peut remarquer un bas-relief. Il y en a deux dans chaque transe. Ce sont des bas-reliefs qui ont été sculptés par un sculpteur liégeois. Donc c'est du laiton, du cuivre.
Et c'est assez remarquable puisqu'elles ont été référencées et répertoriées dans le patrimoine de l'IRPA, donc au patrimoine wallon. L'auteur est un monsieur, c'est un sculpteur liégeois, il s'appelle Wilmot. Wilmot. Oui, je vous conseille aussi, si vous venez dans l'église de Saint-Jean-Baptiste, il y a des petits dépliants qui expliquent également différents aspects de l'église. C'est bien fait. C'est fait simplement, mais ça permet justement de comprendre un peu dans l'église où on vit. Oui, on n'a pas abordé, mais il y a aussi un clocher important ici à l'église Saint-Jean-Baptiste. Donc le clocher, en fait, le clocher, ce qui est important dans ce clocher, ce sont ces cloches, Oui. qui sont des cloches très anciennes. Et c'est le patrimoine campanaire qui a un peu relevé à l'époque les soucis par rapport au clocher et par rapport aux cloches, au bâti des cloches, où on s'est rendu compte que un des battants de la cloche déstabilisait à chaque mouvement le bâti des cloches. Et donc, on a pris action il y a quelques années, et grâce à l'intervention communale qui nous a aidés et qui nous aide chaque année dans l'élaboration de nos budgets et dans le soutien financier aux fabriques d'églises, ça nous a permis de restaurer les cloches, de restaurer les battants des cloches qui ont été remplacés, et de restaurer toute la mécanique qui était, entre guillemets, très ancienne, qui était vétuste, et donc aujourd'hui nous avons des cloches qui sont réglées, entre guillemets, par des systèmes électroniques, et de nouveaux battants en bronze qui ne les abîment plus, puisque lors de la restauration, on a dû réaccorder les cloches. Une cloche est un instrument de musique, tout comme un orgue, tout comme un violon, et donc elle sonnait faux. Et donc le maître campanaire a réorganisé cet accord des cloches. Il y en a une qui sonne les heures, l'autre qui sonne les demi-heures. Et donc on a des volets, on a l'angélus, on a le glas, et tous les mouvements de cloches qui sont habituellement dans une église. Et qui sont liés évidemment aussi à un cadran d'horloge, qui est aussi très ancien, qui date du début de l'église, de la construction, et qui lui aussi, au niveau de sa technique, le moteur a été rénové. Et puis vous avez, je pense, des locataires particuliers dans ce clocher. Alors, on a des locataires particuliers depuis de nombreuses années, ce sont des chouettes effraies. Un couple de chouettes effraies qui est assez productif, puisque en moyenne, chaque année, on a entre 15 et 20 jeunes oisillons. Sur des visites très privées, entre guillemets, on pourrait très bien monter jusqu'au clocher. D'accord. Sur réservation. Bien, mais voilà, nous avons fait, je pense, un peu le tour de cette église Saint-Jean-Baptiste. Nous avons eu l'occasion de découvrir bien de ces aspects, on sent qu'il y a un mouvement profond pour que cette église soit un lieu, on le sent, un lieu d'activité culturelle, je pense, ça c'est moi qui le dis, mais on sent cette évolution, cet enthousiasme pour ça, au travers de Jean-François Berger ici, dont vous avez pu entendre d'ailleurs le jeu de l'orgue, et pour ce concert aussi de la fin du mois de mai, qui se mettra en évidence l'ambiance de l'église, et aussi de cette orgue très particulière. Les vitraux aussi, regardez bien quand vous vous promenez, mais surtout quand vous venez à l'église, vous voyez les lumières qui traversent cette église, c'est aussi, ça réchauffe le cœur. Et puis, nous espérons tous que vous aurez l'occasion de prendre le bateau, de vous promener, et qu'un jour, vous viendrez voir cette église qui a une ambiance, et on sent cette ambiance quand on écoute ceux qui en parlent avec ardeur et passion, comme Jean-François Berger. Merci Jean-François. Merci Julien.